Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un ami et un passionné du jiu-jitsu brésilien, Guillaume Lee. Comment tu vas? Comment ça se passe ces vacances? Ça va très très bien. J'adore le sud. Là, j'ai un appart en Antibes, donc je viens souvent. Et je passe l'été et l'hiver ici. C'est quoi que t'aimes bien dans le sud de la France? Le bon vin, le jiu-jitsu? Non, il y a un peu de tout, mais tu sais, moi là-bas, je suis parisien et je pense que la mentalité des gens ici me plaît. C'est vraiment les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax comparé aux Parisiens. Hein. Et il y a le soleil tout le temps, le beau temps, la mer, donc les gens sont plus relax, quoi. Et mais à l'année, tu vis où? Donc moi, j'habite depuis 20 ans déjà en Serbie, à Belgrade en Serbie. D'accord. Donc je suis français à la base, donc je suis moitié français, moitié philippin. Et j'ai un peu habité partout dans le monde. Tu vois. Donc j'ai grandi aux Philippines, en Angleterre. J'ai fait mes études en France. Et donc j'ai commencé le jiu-jitsu à Paris aussi. Donc Et comment tu t'es retrouvé justement de Paris à Serbie? ça c'est une histoire. Bon, en fait, j'ai rencontré ma femme il y a 23 ans. On était étudiants à la fac à Paris et on tombait amoureux. Et voilà. Et j'avais plein de potes serbes aussi parce qu'il y avait un programme d'échange des élèves serbes dans la fin des années 90. Donc j'avais mon coloc qui était serbe et donc je suis allé en vacances là-bas, j'ai halluciné, j'ai bien aimé quoi. Ah ouais. C'est quoi que t'as aimé là-bas? C'est le style de vie, les gens, la mentalité? Un peu de tout, mais juste que je sais pas si les gens ils connaissent les Serbes, mais ils sont très très chaleureux, tu vois, ils sont très gentils, très directs et ils m'ont accueilli, ils m'ont très très bien accueilli là-bas. Tu sais, je suis allé là-bas en vacances en l'été 2000. C'était un an après les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, donc j'étais un des seuls étrangers qui était à Belgrade, tu vois. Et moi, je croyais que j'allais en prendre plein la gueule, tu vois, mais non, pas du tout. C'était l'opposé. Et je pense qu'ils ont fait un effort en plus pour montrer que c'était pas des sauvages, que c'était pas des gens qui font du génocide, tout ça, parce que tu sais, quand tu regardais CNN à l'époque, présenté comme la guerre en Yougoslavie, que c'était les Serbes qui a fait tout le massacre, mais c'était tout le monde, tu vois. Donc, il y avait les Croates, les Bosniens qui s'en prenaient plein la gueule, tu vois. C'était une guerre civile, tu vois. Donc, Ouais, moi, chez moi, je regarde jamais la télé pour dire. bah, c'est mieux, Je suis jamais au courant. Les infos, de toute façon, elles arrivent à toi, naturellement. Tout le monde t'en parle avec un truc. Si c'est important, ça t'arrive. Ouais, C'est pas important. ouais. Bon, en général, parce que carrément, la télé, je trouve ça nocif parce que, tu sais, c'est comme tout. Il pourrait avoir le choix de parler de bonnes choses, de choses heureuses qui se passent dans le monde, mais ils choisissent de parler que de choses négatives. Négatif. Et forcément, moi qui crois beaucoup à tout ce qui est mental, je pense que si t'entends trop de choses négatives, finalement, c'est une mauvaise énergie en fait. C'est une mauvaise énergie. Une autre chose que je voulais savoir par rapport à la Serbie, tu faisais déjà du jiu-jitsu quand t'es parti là-bas? Donc moi j'ai commencé en 2001 à Paris. Donc c'était au Temple des Arts Martiaux. C'était une académie dans le 15e. C'était Alliance. D'accord. Ok, le premier prof c'était Orlandivo pour les gens qui connaissent. Orla, ouais. Il a fait un super fight contre Patrick Bitton à l'époque en 2001-2002. Il l'avait battu. Et donc, il y avait Hugo Février aussi qui était là-bas. Donc, Hugo, c'est mon prof maintenant. Toujours. Et donc, je suis passé bleu et violette. Et en Serbie, je suis passé marron et noir en Serbie. Et voilà. Et t'as regardé Hugo, comme, Ouais, Hugo, c'est toujours été mon prof. En fait, voilà, comme il est retourné au Brésil. ouais. Donc, je l'ai plus vu après. Et Hugo, c'était vraiment mon lien avec la France. Donc, à chaque fois que je venais en vacances, je m'entraînais chez Hugo, qui à l'époque, il était pas dans le sud, il était à Paris. Et il a bougé dans le sud, je crois que c'est en 2005, un truc comme ça. Et moi, j'ai un peu, à cause de mon travail, j'ai un peu bougé à droite à gauche. J'étais au Maroc, j'étais en Roumanie. Donc, à la base, j'ai bossé dans l'immobilier. Donc c'est rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc, j'étais en costard, avec lunettes, tout ça. Et je bossais en Espagne à Marbella. Ouais. Et c'était une boîte espagnole, irlandaise, qui vendait. Donc c'était en 2006, 2005. C'était à l'époque où c'était le boom de l'immobilier, tu vois. Donc il y avait beaucoup de Britanniques, Irlandais qui avaient beaucoup d'argent et qui achetaient des appartements au Maroc, à Marbella, un peu partout, tu vois. À Montpellier, où j'ai bossé à Montpellier aussi. Donc là-bas que je me suis entraîné chez les frères Lucioni à l'époque.
Ouais, carrément. Et il y avait du beau monde aussi. Ouais. Tu te rappelles de Nascimento, moi j'avais combattu Nascimento à l'époque, on avait fait un super fight. Non, mais il y avait un gars aussi, tu connais sûrement Laurent Verger. Ça dit un truc. Oui. Il est devenu champion du monde en bleu. Ouais, adulte. Ouais, français. En ultra heavy. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais de toute façon, ça fait, comme tu peux le voir depuis qu'on a commencé, le jiu-jitsu, ça s'est complètement transformé. Et c'est cool, hein. Moi, je trouve ça cool parce que maintenant, forcément, ça crée des emplois, ça devient professionnel et je pense, tu vois, que c'est important parce que justement, en France, on a un peu eu ce truc-là pendant longtemps pour nous, le sport, c'est associatif, ces trucs et c'est vraiment pas une bonne chose pour l'évolution du sport. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, il y a plein de gens qui sont pour la CFJB, pour les BGF, qui reprochent le fait que ils reversent pas autant d'argent, par exemple, que d'autres trucs. Mais par contre, le truc, c'est que les gens, faut pas qu'ils oublient quand même que si t'es champion du monde IBJF, alors, t'es pas payé directement. Mais par contre, ça te permet de faire beaucoup de choses après, d'avoir beaucoup de stages. Donc, c'est pas directement, mais quand même, ça te rapporte quelque chose. Comment tu vois ça? Tu penses qu'il devrait y avoir plus de prix, plus de cash, toi qui tiens d'ailleurs, on en parlera après, le site, BJ5, qui est mon site préféré d'ailleurs, je le conseille. Ah, non. Mais, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, déjà, tu vois, le niveau des jiu-jitsu en France, ça m'impressionne parce que, tu sais, donc, ça fait 20 ans que j'habite plus ici. Et à chaque fois que je retournais, et surtout pendant les 5 dernières années, j'ai vu un boom incroyable en France. Et avec la nouvelle génération, avec le nombre de compètes, le nombre de ceintures noires en compétition en championnat de France, c'est impressionnant, tu vois. Et je crois que c'est en grande partie dû au super travail de la CFJJB. Je suis d'accord avec toi. Notre ami David Jorzetti, qui vraiment fait un boulot incroyable. Et je vois, et donc tu sais, je m'entraîne quand je viens ici, je m'entraîne chez Hugo Février à la Tropa d'élite. Je vois tous les jeunes là-bas et je me suis entraîné aussi la semaine dernière au coaching lab avec Saïf. S'il regarde, je passe le bonjour. Je me suis entraîné avec ses élèves là-bas et je peux dire que la nouvelle génération, incroyable, vraiment. Les jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont commencé à 4, 5 ans. J'ai tourné avec le fils à Mathieu Fischer, Ruben. Et j'ai eu du mal, hein. Moi, j'ai 45 ans, ceinture noire, 60 degrés. Et je l'ai pris en premier combat. Je croyais que je l'allais prendre pour m'échauffer. Ça va pas la tête. Il m'en a foutu plein la gueule, hein. Il est grand, costaud. Ah ouais, fort. Lui, il va faire très mal. Et après, quand Mathieu m'a dit qu'il avait que 15 ans, j'ai halluciné. Moi, je crois qu'il avait 19 ans au moins. Ah, et toujours en poids, il doit faire 1m88. Quand il voit son père, qui est balèze, c'est pour ça. C'est la génétique. Puis en plus, son père aussi, c'est un passionné de jiu-jitsu, même si lui, il peut pas parce qu'il a pas mal de blessures, mais en fait, ça aussi l'avantage qu'ils ont, toute cette génération. Je pense que, comme tu dis déjà, moi je pense déjà que le fait que David ait repris en main à la CFJB, ça fait un gros boom, parce qu'on voit que la Pro League, qui sont quand même des trucs qui ressemblent, c'est américain, tu vois ce que je veux dire. Et même les compétitions de jiu-jitsu brésilien maintenant de la CFJB, pourquoi tout le monde va à la CFJB? Parce qu'en fait, tu sais que c'est trop. Les arbitres, par exemple, on en parle souvent, mais les arbitres, c'est quand même les arbitres qui arbitrent des finales de championnat d'Europe, j'ai vu, donc on a des super beaux arbitres. On a le truc qu'ils ont mis là cette année, là, de la vidéo avec des arbitres qui le VAR. Ça, c'est incroyable, ça c'est incroyable. Ça enlève plein de choses. Et de la sécurité à l'organisation, ils sont à l'heure, et ça, c'est obligé que ça coûte en fait un peu d'argent, parce qu'en fait, si tu veux pas faire ça, tu fais comme le Newaza, et pour avoir fait le Newaza, tu te retrouves avec des arbitres qui sont pas très bons, le timing qui est pas respecté, tu vois. Non mais tu vois, il y a plein de choses que quand tu fais les championnats, par exemple, à Las Vegas Master du monde, tu vois, championnat du monde, la salle qui loue, c'est une navette spatiale, le truc. Ça doit coûter déjà un maximum, même s'ils font de l'argent, je dis pas, tu vois. Ça coûte, mais en fait, je pense que t'es pas d'accord avec moi, mais moi, quand je regarde les championnats, les médailles,
les seuls qui comptent, c'est les médailles de IBJJF, même peut-être AJP maintenant, et ADCC en nogi. Tu vois, après le reste, c'est super. C'est bien aussi, c'est pour développer. Mais les seules médailles qui comptent, et nous, comme ceinture noire, si on retrouve des adversaires, on va dans des grosses compétitions, même régionales ou locales. Tu vois, donc ils font du bon boulot. Hein. Comment ça se passe toi? Parce que tu as développé donc après une académie en Serbie. Ouais, exact. Kimura, ça a commencé quand? T'étais ceinture. J'étais ceinture noire. Je l'ai ouvert en 2014. Donc ça fait 11 ans maintenant. Ouais. Et ouais, donc j'ai commencé ça et maintenant on a près de 13 ceintures noires. Donc c'est pas tous mes élèves que moi j'ai promus, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont venus, qui étaient déjà violettes à l'époque. On a une bonne équipe. Tu sais, moi au début je me disais quand j'avais ouvert ça, je dis un jour j'aimerais bien venir à l'académie. Je regarde autour de moi et je vois plein de ceintures noires, plein de marrons qui s'entraînent. Et tu peux tourner avec eux, tu vois, il y a des bons niveaux et j'ai pas besoin d'aller à l'étranger pour m'entraîner, tu vois. Ouais, c'est une vision déjà. Et c'est déjà arrivé. C'est comme ça depuis 2 ans. Et franchement, moi, je suis là-bas, je suis comme le papa de tout le monde, tu vois. Je leur fais une blague, je suis votre papa philippin, tu vois. Là-bas, et en fait, là-bas, il m'appelle Chica Gile, c'est oncle Gile, tu vois. C'est pas respect, un truc comme ça. Et franchement, mais je suis de loin pas le meilleur gars là-bas. Je me fais défoncer par mes élèves maintenant à ceinture noire. Et il y a des gars qui font 100 kilos, super balèzes, des mecs qui font des berimbolo, tu vois. Et on a plein aussi de filles maintenant à l'académie. On a une trentaine de filles. Et c'est super, quoi. On a 2 ceintures noires femelles aussi. Je trouve ça tellement important pour les femmes, brésiliens, parce que, tu sais, on vend beaucoup de self-défense, tout ça et tout, mais une femme, elle se retrouvera toujours sur le dos. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est la seule option pour être fort sur le dos. En fait. Parce que c'est ça qui fait la différence d'ailleurs entre le jiu-jitsu brésilien, par exemple, et la lutte, que j'aime beaucoup, d'autres sports. C'est qu'on est aussi on doit être aussi dangereux au-dessus qu'en dessous. Et une femme, en général, elle va se retrouver en dessous. Et une autre chose, le fait de clincher, d'être très proche des gens, empêche les coups dangereux, en fait. Parce qu'une femme, peu importe, le mec qui fait 10 kilos, et en minute, tu prends un KO. Voilà. Donc c'est trop, parce que les rêves de coups de pied dans les couilles, des doigts dans les yeux, c'est bien, non mais c'est bien beau, tu vois ce que je veux dire, mais faut pas le rater, tu vois. Et en général, le mec quand il a vraiment la rage, il continue vraiment. Donc et toi, tu fais par exemple, moi je sais par exemple que je sais que c'est pas dans toutes les académies comme ça, tu vois, mais je sais que moi je fais toujours les 10 premières minutes, tu vois, l'échauffement au lieu de courir autour du tatami ou faire des trucs hors jiu-jitsu qui je t'ai juré ça de jamais faire ça parce que au foot j'ai tellement fait ça, courir, faire des levées de genoux, de faire que du jiu-jitsu. Je fais beaucoup, tu vois. J'ai remis le self-défense tu vois tous les cours 10 minutes self-défense parce que je me suis rendu compte que même des bons élèves à moi, tu vois, je veux dire. Eh ben ouais, ils font pas vraiment encore la différence entre jiu-jitsu sportif et le jiu-jitsu de rue. Tu vois, hier je montrais un truc de la side. Forcément, quand le mec il est en side, t'es dans la rue, tu vas te tenir contre toi pour pas prendre de coups dangereux. Mais quand t'es en sportif, tu vas créer l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ça se passe comment? T'es axé comment? Déjà, attention, juste, c'est une salle privée ouverte du matin au soir. C'est une salle privée. En fait, j'ai un partenaire, Ivan, c'est le prof de MMA. Donc, il a une des plus grosses académies il a une des plus grosses équipes de MMA en Serbie. On a plusieurs combattants pros qui cartonnent, qui sont super connus. MMA, ça explose en Serbie, par contre. Tu fais le MMA dans ton académie? Non, je donne les cours de grappling pour les combattants MMA. Après, ils écoutent pas très bon parce que en Serbie, ils aiment bien. Ils aiment pas trop jouer dessus, mais je m'en fous, tu vois. Moi, je suis pas sur le jiu-jitsu. Je me concentre plus sur le jiu-jitsu. Après, quand ils sont là, s'ils veulent de l'aide, je les aide, tu vois. Mais après, je me concentre sur mes cas de jiu-jitsu. Donc, il y a moi et Ivan. Et en fait, en Serbie, c'est un pays qui est en voie de développement. Donc, c'est un pays du tiers-monde en Europe, tu vois. Ça va comme ça. Donc, il faut avoir des connections, tu vois. Donc, le frère de Ivan, il est meilleur pote avec le président de Serbie, Vučić. Tu vois, donc c'est la porte ouverte pour tout. On a réussi à trouver une super salle en centre-ville, donc c'est impossible de trouver ça tout seul. Surtout moi, comme étranger, tu vois. C'est mieux d'avoir un partenaire
et un partenaire de confiance, tu vois? Que lui et moi, on bosse ensemble depuis 8 ans. J'ai jamais rien signé de contrat. C'était comme ça à l'ancienne. Voilà. Donc s'il veut me niquer, il peut me niquer, bah, pas de problème. Et après, voilà, quoi, je vais me démerder. Mais on n'est pas comme ça, tu vois? Et donc moi, j'ai mon équipe de jiu-jitsu là-bas. Il a son équipe de MMA. On bosse ensemble. On n'a jamais eu de problème. Et tout marche bien. Et la salle, elle est super belle. Elle fait 400 mètres carrés, tatami, cage, vestiaire, douche, il y a tout, là. Quand t'es arrivé là-bas, t'avais déjà cette, cette vision, parce que moi je suis vachement comme ça, tu sais, j'écris beaucoup de choses, Ouais. j'essaie de faire beaucoup de visualisation. Ouais. Tu vois, par exemple, tu vois, je pourrais te montrer plus tard, j'avais marqué que dans ma salle, j'aimerais que ce soit que des baies vitrées comme ça. Tu vois, Ouais, c'est beau, ouais, je ouais. l'avais marqué avant d'avoir la salle, tu vois, Ouais, le rêve, parce que je pense que c'est super important d'avoir la lumière naturelle qui rentre. ouais, Ouais, d'avoir une vision, tu vois ce que je veux dire, ouais, parce que c'est pas évident quand même de dire en Serbie, tiens, je vais ouvrir un truc et ça va cartonner de fou. ouais. Euh, et en plus, Non, mais j'ai toujours su, tu vois, j'ai voilà, toujours su que par ma passion, je vais réussir. Parce qu'en plus, tu sais, quand t'es étranger là-bas, t'es intéressant, tu vois. hum, À part si t'es pas encore intéressant comme mec, voilà. Mais c'était un peu de charisme et que t'aimes bien, que t'aimes le jiu-jitsu, je savais que j'allais réussir, tu vois. Parce qu'en fait, moi, avant que j'ouvre ma salle, j'étais déjà pendant 10 ans en Serbie. Donc, je connaissais tout ah le ouais, monde, ouais. d'accord, ok. Eux, ils me considèrent pas comme un étranger, ils me considèrent comme un ceinture noire serbe. Tu faisais quoi ces 10 premières années Bah, j'ai bossé, en fait, quand je suis arrivé, j'ai bossé dans une ONG. Tu vois. Donc d'accord. là-bas, comme quand t'es étranger, t'as pas trop de trucs pour trouver le boulot. Donc j'ai bossé pour une ONG américaine, USAID, ouais. Trump, il en parle souvent de Ouais, USAID, ok. tu vois. Et donc j'ai bossé là-bas. Et après, quand j'ai commencé à monter mon site, j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec ça. Et avec la salle, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais me mettre 100% de mon énergie sur le jeu de maintenant, tu vois. Ouais, mais c'est ça, moi je pense que de toute façon c'est ce qui nous relie un peu. C'est pour ça que je voulais t'inviter d'ailleurs parce que je dis souvent à mes élèves, je rencontre peu de gens qui ont autant la passion du jiu-jitsu que moi, tu vois. Et toi, Ouais. t'en fais partie parce que David aussi, David. ouais, mais David c'est David, ça encore va. pire parce que David Hugo aussi, Hugo. il a même pas Pour besoin de ça et il fait pour développer le jiu-jitsu brésilien et en ouais, plus sous pas mal de critiques. Hugo, bien sûr, ouais. Hugo, il a développé, Old school. tous ces gens-là, en fait, ils sont là depuis tellement longtemps, Ouais, les jeunes, ils les connaissent pas vraiment parce que, ouais. maintenant, malheureusement, les jeunes, ils étudient pas vraiment non plus, Hmm. l'histoire, Ouais, du jiu-jitsu. Alors c'est ouais. super Bien intéressant, hein. sûr, Franchement, bien sûr. c'est, même ça, tu vois, la dernière fois, j'en parlais avec David. C'est une vision de fou, tu vois, parce qu'il disait, tu t'imagines que Pierre Gracie, il a l'académie Gracie Barra, c'était en fait chez lui, Ouais. et on a fait une académie, et il a Dans sa fait, maison, au c'est début. sa maison, en fait, là, C'est vrai. tout avant le Ouais, Gracie Barra, ouais, ouais. le HQ, là, IQ, là. Attends, mais moi, je suis allé à l'époque, c'était pour prendre la licence. Ah ouais, il y avait une piscine en bas. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'était chez lui. Ouais, Ouais, c'était c'était chez lui. C'était chez lui. Donc il a tout c'est mis, comme en Philippines, quoi. ouais, il a tout misé sur le truc, tu vois. Et il me disait, il disait, tu t'imagines la vision pour après se retrouver 30 ans plus tard, t'as une salle à Las Vegas, Ouais, des séminaires gratuits. ouais, Raphaël Mendes, ouais. gratuit, les trucs. Mhm. Ben moi, je les paye les 130 $ hein, pour l'inscription. Bien sûr, ça vaut le coup. J'ai fait un stage avec Raphaël Mendes et Guilherme Mendes. Mhm. J'ai fait un stage avec Daisy Fresh. J'ai fait un stage, tout ça gratuit. Non, Ouais, ouais. c'est énorme. La vision, c'est trop important. Mais surtout, tu sais, quand on habite en Europe, on le ressent pas vraiment. Mais tout le monde qui est parti en Amérique, ils ont ressenti comment c'est devenu mainstream, quoi. Tout le monde connaît le jiu-jitsu brésilien Ouais, en Amérique. C'est fou, hein. ouais, mais par exemple, ça, tu vois, à Paris, par exemple, tout le monde connaît Juste Brésilien. Déjà, ouais. Ah ouais, 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 c'est pas à ce point maintenant. ah oui, moi je te dis que quand j'étais dans Paris, ça m'arrivait plein de fois de me faire interpeller. Oh, monsieur Monin, vous allez bien Ah, et mais t'es tout. connu, c'est pour ça. Oui, Ouais, mais attends, une fois, il y avait Mika Galvan, quand il est venu pendant ouais, 15 jours, là, ouais. non, écoute-moi bien, superstar de rap. Le mec, Sérieux. ah, Les gens, ils connaissaient, moi je les gens, ils mais, connaissaient. ouais, moi je pensais pas. Ah, Alors, ça, je savais toutes les pas. 5 minutes, il se fait arrêter une photo de trucs, de ceci, de cela. À Paris. À Paris, genre, À Paris, parce qu'à Paris, vraiment, t'as vu les clubs, ils sont tous à fond dedans, ouais, il y a tous, plein de gens, ouais. et ils sont tellement geeks,
Il y a des mecs qui sont vraiment, ils savent que ce qu'il a mangé, qu'il a Cornelius, Ok, d'accord. tu vois ce que je veux dire. Et la province, ça vient, ça vient, tu vois, la province, ça vient au fur et à mesure parce que, comme je disais, moi, je suis parti à Paris il y a 5 ans, il y a 6 ans, justement, parce que tu pouvais pas ouvrir une salle exclusivement, moi, je voulais faire que grappling jiu-jitsu, tu vois. Je pouvais pas ouvrir cette salle-là. Donc, j'ai dû partir à Paris là-bas et ce qui a fait le déclic, comme aux États-Unis, en fait, c'est l'UFC, en fait. À partir de l'UFC, c'est là que ça commence à grandir, ça change, ça change, ça change. Mais bon, les choses avancent au fur et à mesure. Et ils sont quand même maintenant à 45 000 licenciés. C'est énorme, les compétitions sont au top. Et je voulais te demander justement par rapport, parce que quand même, c'est quand même incroyable qu'il y a un petit Philippin qui habite en Serbie. Il est le 3e site le mieux. Troisième ou deuxième, ça dépend des mois, ça dépend des mois. Mais c'est incroyable, tu vois. D'où était venue d'où l'idée? C'est parce que la passion, tu t'es dit, bah, moi, je veux parler du jiu-jitsu brésilien, donc je vais en parler. Exact. Bah, c'est ça, en fait. C'est venu tout naturellement. Je me suis jamais dit, ah, un jour, je vais être le plus grand site du monde. Non, j'ai jamais eu cette idée. En fait, je voulais, à l'époque, donc je suis un ancien de Ikusa. Même avant, je me rappelle. Ça s'appelait Kakuto, un truc comme ça. Je me rappelle. Donc c'est les forums français et j'étais aussi les forums américains. C'est incroyable. ShareDog, tout ça. Donc et donc je voulais faire un forum pour le jiu-jitsu brésilien en Europe de l'Est, comme j'habitais en Serbie, tu vois. Donc d'abord j'ai créé un blog et ça s'appelait BJJ Eastern Europe, Europe de l'Est, tu vois. Et j'ai eu l'idée de faire des interviews de tous les ceintures noires, de tous les premiers ceintures noires de chaque pays d'Europe de l'Est, tu vois. Donc, premier russe, premier roumain, premier polonais, tu vois. Et après quelques mois, donc, je commence à avoir des contacts, tu vois. Donc, je parlais avec eux, tout ça. Et comme je suis pas, quelqu'un de Serbie, donc je suis moitié français, moitié philippin, et j'ai habité partout dans le monde, j'avais beaucoup de contacts, tu vois. Et donc j'ai commencé à interviewer les Français, les Philippins, les Américains, les Anglais, tout ça. Et de fil en aiguille, c'est comme ça l'expression en français. Ouais, c'est ça. C'est devenu de plus en plus grand, et j'ai commencé à avoir des sponsors qui m'ont appelé. Il y avait Tatami, non, pas Tatami, Kings qui m'ont envoyé, hey man, we want to sponsor you, on va te sponsoriser, tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Et ça, à la base, c'est parti juste sur des interviews de trucs. C'était même pas à la base des news, des tu vois, regarde, tu fais l'interview avec le premier ceinture noir polonais, ok? Tout le monde le connaît là-bas. Bien sûr. Donc lui, sur Facebook, il partage ça. Bien sûr. Et tout le monde a vu, et c'est devenu viral. Plus grand. Voilà, c'est devenu viral. Mais viral, organique, donc, naturellement, tu vois. Donc, c'est devenu comme ça. Et après, j'ai commencé à couvrir les Amériques. Et en fait, j'ai un don pour faire des articles moi, je kiffe tes articles. qui enflamment un peu. Moi, je kiffe tes articles. Donc, à l'époque, je faisais des articles sur les fausses ceintures noires. Parce qu'il y avait beaucoup plus que maintenant, tu vois. Ah oui, maintenant c'est plus contrôlé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens. Il y en avait plein. Il y en avait plein en Amérique, il y en avait plein. J'ai découvert un ceinture noir en Allemagne, il voulait me tuer, le mec. Je dis, ouais, tu viens me voir à Belgrade, je te donne l'adresse, viens me voir. Hein. D'ailleurs, vite fait, juste un petit entre-deux, parce que tu me parles des ceintures noires. Mais là, il y en a un aussi, il y a une petite polémique avec un, Zerberg, ah oui, putain, ouais, c'est récent, 3 ans et demi. Oui, il est fou. Sans jamais combattu. Et c'était marrant, tu as fait un post sur ça. J'ai parlé avec lui, il m'a envoyé un message, il m'a dit, enlève cet article parce que t'as dit que j'étais un menteur, tout ça, nanana. Et tu vois, le truc, c'est pas ça l'article en plus, moi je me rappelle. Non, c'est l'article, j'ai mis un article. Il était intéressant, je trouve. Où il disait qu'en fait, qu'il avait 10% de matière grasse, n'importe quoi, et que les champions de l'UFC, ils n'arrivaient plus à le faire taper. Et en fait, j'avais fait c'était un peu genre, on se faisait de sa gueule, tu vois. Il me disait, non, tu vois, en fait, il m'a parlé d'un ton où je voyais qu'il allait me poursuivre en justice, tu vois. Et je voulais pas avoir de problème, je verrai ça. Après, j'ai envoyé un message, je dis, écoute, tu vois, le problème, c'est que les gens, ils te croient pas, tu vois, c'est n'importe quoi, 3 ans et demi, c'est réservé aux gens comme Kayotera, BJ Penn, tu vois. C'est ça qui était marrant, c'est qu'en fait, je crois que moi, l'article que j'avais rigolé, que je trouvais, tu avais bien mis, en fait, c'est quand t'as mis tous ceux qui avaient la ceinture noire en 5 ans, et c'est tous les champions du monde. C'est tous les champions du monde, et d'un coup, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas un cours privé que tu peux... mais ce gars-là, tu vois, moi, je pense que c'est notre devoir de pas laisser passer ce truc-là, parce que ça, c'est n'importe quoi. Parce que si on laisse passer ce gars-là, il y aura d'autres mecs. On peut acheter parce que lui, il a acheté sa ceinture.
Bah On ouais. le sait, ça. Ouais, et cours privé, mais cours privé, Cours sans rien. privé pendant 3 ans et demi, c'est n'importe, ok, tu vas progresser, mais il faut que tu progresses aussi en tournant avec des gens normaux, tu vois. C'est pas Ouais, assez, tu vois. puis une ou deux compètes, Bien sûr. Et 3 ans et demi, peut-être, on se fout de la gueule de qui, là? Attends, 3 ans et demi, ah, c'est plus rapide que Bigipet. bien sûr. Enfin, moi, par exemple, moi, je suis un mec normal, il m'a fallu 12 ans pour avoir ma ceinture noire, tu vois. Toi, plus rapidement, parce que t'es un compétiteur, t'es sportif et Ah, puis tu moi, je t'entraînes tout le partais, temps. comme Ouais, je te disais, je partais ouais. 6 mois au Brésil, Exactement. Tu t'entraînais 2 fois par jour, tu trois vois. entraînements par jour, Bien sûr. et je revenais ici, c'était pareil, j'avais un rythme de Bah fou, oui, quoi. bah oui. Euh, Attends, moi, il m'a fallu 12 ans, mais je m'entraînais tous les jours. Je faisais plein de compètes. J'ai fait des compètes. J'allais tout seul en Angleterre faire une compète, me faire casser la gueule. Je revenais parce que j'apprenais des trucs. J'avais fait des stages. Voilà. Ouais, donc après, ce gars-là, il est pas important. On s'en ouais, fout de c'est lui. clair. Mais donc Ouais, le bah, site, il a commencé à grandir comme ça, mais là, je vois maintenant, c'est quand même énorme. T'arrives à gérer, en fait, ouais, en euh, fait, j'ai des gens qui m'aident. En fait, j'ai des élèves à moi qui écrivent des articles pour moi. d'accord. Et moi, moi, je gère toujours. Mais là, j'ai mis mon énergie plus sur mes propres instructions, mes propres vidéos de technique, tu vois, Ouais, que je vends maintenant et sur mes livres aussi. J'ai ouais. commencé à écrire des livres. J'ai commencé ça il y a un an. D'ailleurs, je recommande, hein, moi, je recommande, on est un peu, comme on parlait, on a un peu le même Ah, jeu. mais même Et, genre, ouais. tu sais, moi, Mais j'ai beaucoup appris avec lui, quoi. ouais, c'est gentil, Ouais, mais tu sais ce que je me suis toujours dit, moi? Tu sais pourquoi j'ai fait ce jeu aussi? Parce que, tu sais, je me suis dit, tu sais, c'est comme les basketteurs, tu vois. Si t'as un bon shoot et t'as les basiques, tu peux jouer toute ta vie. Si, par exemple, t'as que une grosse détente, un gros truc athlétique, passer à un certain âge, c'est fini, ça c'est existe plus, tu vois exactement ce que je veux ça. dire. Exactement Et, ça. franchement, mais moi, ce jeu-là, il m'était venu Bernardo Faria, Exactement, moi aussi. Ouais. ouais, euh, Lucas Leite, Bernard Faria, ouais, c'était ouf. Edouard Telles, j'adore. C'était ouf, cette génération. Tu sais, j'ai combattu Bernardo Faria. Ouais, j'ai vu. J'ai J'ai vu, combattu. j'étais là, j'ai regardé. Ouais, Ouais. tu sais, bon, un jour, j'en parlerai dans un Il était podcast, en mais, pleine forme, hein, à l'époque. euh, Il était à son apogée, hein. ouais, mais tu vois, c'est des trucs, des fois, tu crois pas, tu vois, parce que j'avais regardé le combat, tu vois, et à un moment, bref, j'ai passé un jambe, il me récupère, mais, bref, Il a une depuis force de malade, non? alors, Un grip. ouais, en fait, ils ont tous un truc différent. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, lui, c'est le grip. Dès qu'il te tient, Ouais. Bouge pas. c'est un autiste. Ouais. Ça Ouais. peut pas. c'est- Après, tu vois, j'ai fait contre Adam Moratinski. Adam Moratinski, c'est sa C'est pression de horrible hanche. aussi. Ouais. J'ai jamais senti. T'as Ouais. l'impression que t'as un semi-remorque sur le corps. Galvao, ça va être, c'est un rocher. T'as pas Ouais. d'espace, t'as rien. Il te rend plus petit. Ouais, ils ont Ouais. tous leur truc, hein, après, à haut niveau. Et, justement, parce qu'après, j'ai vu que dans le site là, Hmm. donc, tu fais les news, Ouais. tu fais, Fais des les articles séminaires. lifestyle un peu, ouais. D'accord, ok. Et, ça te prend du temps, tout ça? C'est moi, ce boulot-là, pour moi, j'ai eu boulot, mais j'adore ça, tu vois. Donc, ça me prend du temps, mais après, pour moi, je m'en fous, tu vois. Je passe mon temps. Je vais dire un truc. Quand t'étais à la plage, là, que J'ai tu écrit travailles. un article sur la plage, D'accord. depuis mon téléphone. Parfois, tu sais, ici, à Antibes, j'ai un petit appart, donc, le matin, je me réveille à 7 heures du mat, mes filles, elles dorment, et je suis au shot. Et j'écris un article dans les shots. Tu vois, t'imagines, je suis en train de, ah ouais, cool. Après, boum, publish. T'as, Genre, je m'en fous, tu vois. t'as un peu le même rythme, on va que t'es quelqu'un qui se lève tôt, qui se couche tôt, en Ouais, général. en fait, moi, T'as une ouais, hygiène de vie ouais, quand ouais, même, ouais, je suis comme toi. Ouais, j'ai envie de durer longtemps, moi, tu vois. Et la raison pour laquelle j'arrive toujours à faire des compétitions à 45 ans, je m'entraîne tous les jours, 6 jours par semaine. J'ai fait 10 compétitions, cette saison, là. ouais, j'ai suivi. Ouais, donc, T'as beaucoup gagné, d'ailleurs, hein, beaucoup franchement. gagné, j'ai pas aussi beaucoup perdu, hein. Enfin, beaucoup. Ah, non. Non, mais tu vois, c'est Ouais. un truc, je combats en Serbie, donc c'est pas comme si je combattais au Brésil ou en Amérique, tu vois. Donc, je combats contre des ceintures noires qui ont mon âge, tu vois. Voilà, quoi, ça va encore. Après, quand je combats contre les jeunes, c'est chaud, quelquefois, Ah ouais, mais après, hein. ça, c'est clair Ouais. que les mecs, quand il a 25 ans, 24 ans, Ouais, ouais. Donc l'hygiène de vie, ça aide parce que, tu sais, j'ai un docteur, j'ai commencé de bosser avec lui pendant ça, c'est vraiment important. ouais. Tu sais, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, il faut que tu regardes tes hormones, peut-être que t'as ton taux de testostérone, il doit être bas, comme t'as 45 ans. Et moi, je croyais que ouais, parce que je suis souvent le matin, j'ai fatigué, tu vois. C'est normal après quand t'entraînes beaucoup.
Et je regardais, en fait, il a vu que j'avais un taux de testostérone super élevé, naturel, tu vois, genre 1000 nanogrammes par décilitre. Et la moyenne pour un mec de mon âge, c'est, je sais pas, 450, 500, tu vois. Mais par contre, on a fait les tests, tout ça, il a vu que j'avais pas assez que je prenais pas assez de oméga 3. D'accord. Tu vois, donc c'est super, super important. C'est quoi, en fait, pour les auditeurs, s'ils voudraient le faire, en fait, il faut demander quoi à son médecin pour ça? Donc, en fait, j'ai fait d'abord les tests de testostérone, tout ça. Et il a fait un truc qui s'appelle le Nutrival. Donc, il teste en anglais le gut biome. Donc, en fait, c'est tout ce que tout ce que tu manges comme aliment et pour voir qu'est-ce que tu as comme, quelles sont les faiblesses tu vois? Ouais. Quels aliments te conviennent Ouais, ça, mais aussi quelle vitamine et il te manque. te manque, tu vois, Oui, par exemple, si tu as besoin de fer, pour de pouvoir ça. bien, ouais, exactement, mais pour pouvoir bien fonctionner. D'accord. Donc il a vu qu'en moi 80% de mon état était bien, mais j'avais un très très gros manque de vitamine B et de oméga 3. D'accord. Et tu vois, donc en fait c'est ça qui me faisait pour la récup. J'avais beaucoup de mal. Le lendemain, tu connais, tu te réveilles le matin, Je connais, tu vois. Ah, moi, j'ai un peu. Après, le soir, c'est bien, mais bon. Après, moi, j'ai appelé tu sais, j'ai un masque, avec un masque. Pour souffler. C'est pas pourquoi là. Je suis Dark Vador, le soir. Je suis Dark Vador, hein. Mais, je connais bien parce que ça, tu vois. Apnée. Apnée du sommeil, apnée du sommeil. Moi, j'ai du mal, les nuits, c'est, le sommeil, tu vois, par exemple, moi, tu vois, quand je prends un peu tout, bah, je mange franchement rarement transformé. J'ai beaucoup. Je mangeais pas mal, mais j'ai encore beaucoup changé mon protocole. Je suis un peu, pour ceux qui suivent Djokovic, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai ce protocole-là un peu. Tu vois, je mange pas d'œufs. Il y a plein de trucs, le lait, ça fait des années, tout ça et tout. Gluten free, il mange pas de gluten, en fait. J'essaie de, tu vois, de faire attention 80% du temps, tu vois. Mais le sommeil, tu vois, c'est plus important. Moi, je sais que j'ai besoin de... T'as des enfants, toi aussi, tes enfants beaucoup. Déjà. Mais tu vois, je comprenais pas Nicky Rodriguez quand il disait mais c'est ça, moi je dors en moyenne 10 heures par jour. C'est le sommeil. Moi, je te jure, des fois, je fais des siestes de 2 heures. Bien sûr. Je dors 8. Si je dors par exemple 7 heures la nuit, là, je fais une sieste de 2 heures. Pour pouvoir récupérer, pour pouvoir être bien. Mais 7 heures, c'est bien, non? C'est bon pour toi, 7 heures, non? C'est pas assez. Non, c'est pas assez, moi, 7 heures, moi, je suis bien, parce que moi, je dors 6 heures, par exemple, et je fais des siestes dans la journée. Non, moi, en fait, t'as vu, vu que avec le masque, ça t'aide à bien dormir. Tu vois c'est pour ça, ok. Mais, mais tu dors dans la même chambre que ta femme avec le masque? C'est Star Wars, le soir. Et en fait, si tu te tournes, ça lui fait le Mistral dans la nuque. Le matin, se lève. Ta femme t'aime vraiment, parce que pour pouvoir supporter ça. Faut aimer, faut aimer, je te le jure. Mais, de toute façon, après tout ce que j'ai regardé sur le sommeil, tout ça et tout, le sommeil, c'est le plus important. Et surtout à notre âge, en fait, parce que c'est ce qui te permet Nous, notre problème, en fait, c'est quoi? La récup. Voilà, à partir de là. Tu te sens pas vraiment. Quand t'étais jeune, tu dormais 4 heures, tu t'en foutais, carrément, je mangeais un kebab avant. À l'époque, je faisais la fête, je sortais, je bourrais la gueule, après, je montrais le lendemain. Pas de problème. Puis là, maintenant, c'est du style, tu sais, j'ai comme un pote à moi hier, il y a un ballon de foot qui arrive, il a voulu mettre une frappe, tu sais, c'est cru, il y a l'érogation directe. Faut faire gaffe à tout ça. Et toi, justement, tu vois, je sais pas si je te suis à fond, tu connais un pote à fond, et je te soutiens à fond. Je trouvais ton programme aussi intéressant, le slot training. Déjà, je kiffe le truc, là, le paresseux. Le paresseux, c'est mon style. T'as trop bien trouvé. Mais j'aime bien parce qu'en fait, les gens me disent, c'est quoi ce paresseux, ce slot jiu-jitsu? En fait, c'est plus un mindset, c'est plus une mentalité. Tu vois, le jeu que j'ai, moi, c'est le même jeu que Samuel. Après, il y a quelques changements, tout ça, mais c'est le mindset, tu vois. Donc, quand je combats en jiu-jitsu, je m'en fous du gars en face de moi, tu vois. Donc, mon but, j'ai déjà mon game plan et j'ai déjà mon idée de ce que je vais faire. Donc, je vais pas attendre que le gars m'attaque pour pouvoir. Non. Moi, je rentre dedans, j'ai mon grip et j'ai déjà mon plan de A à Z, tu vois. Et c'est pas seulement ça, je reste relax, tu vois. Souvent, quand tu tournes contre un jeune,
Et tu entres, moi, je m'en fous de ça. Moi, je prends et je m'attache sur lui comme un paresseux Ouais, sur une branche. mais c'est trop bien Voilà. trouvé. Et j'ai, relax, mec. Trop bien trouvé. Calme-toi. Après, je pèse sur lui, je le prends les jambes. Je le mets dessus, tu vois, Ah, c'est relax, c'est relax. mais c'est bien trouvé parce que de toute façon, il faut capter que passé un certain âge, Ah ouais. tu vas sauter dans tous les sens. Ouais. Et après, tu vois, c'est- donc ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Et après, il y a des gars, ils connaissent la solution pour ça. Ils disent, Oui, mais faut après, des pas, faut je sais justement, pas. ouais, mais après, justement, c'est ça, c'est bien parce que si justement il te donne une réponse à ça, toi, tu Ouais, vas chercher une exactement. réponse à, Et chercher une réponse. Donc, et c'est comme ça que ton jeu, il a exactement, évolué. Parce que moi, je exactement. l'ai vu au tout début, ce jeu-là, et la dernière Ouais, fois, l'année dernière, on avait roulé. ouais, Ton jeu, il a complètement évolué de ouf. ouais, Tu mais vois, c'est vrai, tu vois. c'est Mais vrai. c'est super intéressant parce Après, je que, fais des fautes aussi, hein. J'ai tourné avec Hugo, lui, j'ai très très mal avec quand je tourne avec Hugo, parce que ouais, lui, il connaît mon jeu de A à Z, ouais, tu c'est vois. ça. C'est comme la vie avec moi. C'est très compliqué. C'est ça. Exact, c'est horrible. Et les mecs qui connaissent ce que tu vas faire, tout ça, c'est très Ouais, dur. ouais, Mais, et en même temps, regarde, quand tu vois les mecs comme Gordon Ryan, Roger Grace, moi, c'est ça que je regardais souvent, tu vois. Moi, ouais, j'ai toujours kiffé un peu les Jacare, ouais, Tereré, ouais, ouais. parce que ça fait vibrer, tu vois, mais la vérité, Gordon, les plus ouais, forts, vraiment forts. c'est Leur technique. jeu, il est au ralenti, en Ouais. fait. Gordon, il est lent. Gordon, C'est comme Roger. là, mais Gordon, Ouais, c'est même flippant parce que, en fait, t'as l'impression que, il est contre une ceinture bleue, en fait. ouais. Tellement il est Ouais, tranquille il est tranquille, ouais. et que tout est bien fait, il n'y a pas besoin, en fait. C'est pour ça qu'en fait, comme dit Roger, le jiu-jitsu, c'est Ouais. facile. D'un côté. D'un côté. C'est quand même. Tu sais, en fait, j'ai eu l'idée de commencer à tourner comme ça. J'ai oublié que c'était quand, mais j'ai regardé deux champions noirs qui étaient en compète. Ouais. J'ai dit, putain, mais ils sont calmes, les gars. Tu vois, donc, ils étaient comme ça sur les grippes. Ouais. Et ils allaient doucement et tranquille. Et ben, je vois que c'est technique. Et après, quand tu regardais deux ceintures violettes, ça, c'était horrible. Ouais. Ouais, ils allaient à 200 à l'heure, ils faisaient plein de fautes, ils faisaient n'importe quoi. C'est Et tu ça la regardes les ceintures noires, différence, hein. c'était tout contrôlé, bien, technique. C'est ça la différence. Ça, De c'est toute ce que je voulais façon, faire. en blanche, moi je les vois, que des fois, en blanche, tu sais, on dirait des chats qui se battent. Moi, je regarde Il même y a, pas. il y a, il y a mille, il y a 1000 touches, tu sais, mais Ils ont peur, ils ont pas pris ils de ont grip. peur. Ils ont touché 1000 fois, mais ils ont pas pris de grip, tout ça et tout, tu vois. Et après, quand tu arrives à Saint-Tournoi, forcément, ça bouge beaucoup moins, c'est beaucoup Bien plus sûr. lent, tout ça et tout et tout. Mais, qu'est-ce que tu penses, justement, parce que c'est intéressant, nous qui faisons la demi-garde Ouais, et tu sais comment quand j'étais à Paris, j'ai entraîné Benoît Saint-Denis qui m'avait demandé, tu ouais. vois, et il voulait pas trop que je l'entraîne en demi-garde. Alors, moi, c'est ma Pour les spécialité, tu vois. MMA, ouais. Et pour les mêmes, j'avais eu un débat avec lui où je lui avais dit, je suis pas du tout d'accord avec toi, en fait, sur la demi-garde, parce que, en fait, la demi-garde, c'est ce qui permet de te relever le plus facilement et le plus vite Et déjà. tu peux Déjà. sweeper depuis des Et tu mégas. peux sweeper. Ouais. Tu peux sweeper une garde papillon. J'ai fait un article sur Attention. ça. Attention, garde papillon. Quand on prend Moïcano, les gens, ils disent que, il a juste défendu comment? C'est quoi la faiblesse de la garde papillon? C'est si le mec il se lève. Ouais, c'est le Le mec. mec il s'est levé, Ouais. t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que une demi-garde, et c'est plus, et je vais te dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, au départ, la demi-garde, t'as l'impression que c'est une position, tu sais, simple, où il n'y a pas gros. Et puis après, plus tu fais, plus tu vois la finesse de tout ça, en fait. Parce qu'après, il y a une corrélation entre la coyote garde, la dip, la demi-garde normale, la marmette, celle que tu as inventée, ça et J'ai tout. pas inventé, hein. Tu as pas inventé Non, j'ai ça? pas inventé. Donc, j'ai vu, même Gordo, il faisait Roberto, ouais. Gordo, il faisait le même gars. J'ai vu des vidéos comme ça. D'accord, ok. Non, non, non. Après, D'accord, j'ai un je peu savais pas. développé, disons, mais bon. De toute façon, Roberto Gordo, pour ceux qui connaissent pas, Roberto Gordo, c'est l'ancien entraîneur de combat de Gracie Barra, à l'époque où il y avait Renato Babalou, Ouais, exact. tout ça et tout. Ouais. Et faut savoir que on dirait un pâtissier boulanger, il a un petit bide, il est chauve et Ouais. tout. Mais l'histoire qui est dingue, c'est qu'il faut savoir qu'il était l'entraîneur de l'équipe de combat sans jamais avoir fait un combat de MMA. Et j'avais demandé pourquoi. On m'avait dit qu'en fait, il avait cassé la tête à tellement de monde sur les plages de Rio. C'est pour ça qu'il avait mis, parce qu'il était vraiment fort en bagarre de rue, qu'il avait mis un truc. Et lui, ce mec-là, en fait, à la base, la demi-garde, ça existait, mais il n'y avait pas de mouvement offensif. Ouais. Et un jour, il s'est cassé une jambe, il a continué, et c'est pour ça qu'il a fait la demi-garde. Et c'est lui qui a inventé tous les mouvements offensifs. Et tu sais, moi, tu sais, par exemple, mon partenaire en Serbie, donc il est coach de MMA, tu vois, et lui, il aime pas la demi-garde, tu vois. Mais je sais, je lui explique, en fait, quand tu regardes tout, je vais énumérer tous les noms de champions qui ont gagné avec la demi-garde. Minotauro, Fabrizio Verdun,
il a même fait, tu te rappelles son combat contre Gustafsson? Ouais. Il a fait deep half guard, et après il est monté en dogfight et il a renversé. Donc il y a lui, Frank Mir, Damon Maya. Mec, en fait, il fait des jiu-jitsu, quoi. Damon Maya, c'est fou, c'est fou. Jeff Monson. Demi-garde profonde. Il monte comme ça, tu vois. C'est fou. Après, il se prend des coups, hein, Monson. Il a pris des coups en demi-garde. Mais, tu vois, pour moi, en MMA, parce que tu sais, j'aide beaucoup de combattants MMA, il faut être dessus. Mais on est d'accord. Mais si t'es dessous, vaut mieux être en demi-garde que, je sais pas, notre garde papillon, parce que t'as plus de chances. En fait, les statistiques, j'ai même fait un article sur ça. Ouais, mais là, il y a des statistiques. Exactement. C'est la demi-garde qui marche le mieux, même. Ouais, exactement. Donc, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Faut pas être dans la garde, faut pas être en bas, mais si t'es dans la merde, faut mieux être en demi-garde. Parce que garde fermée, ça. Et même garde profonde, c'est risqué, mais en fait, la différence, je peux dire, en MMA, tu peux faire des gardes profondes, mais il faut être rapide. C'est ça, faut bouger droit. Non, on peut rester comme ça quand il n'y a pas de coups. Ouais. Et quand tu as des coups. Ouais, droite, c'est ça. Tu peux poster, parce que quand il poste, il peut pas te frapper. Ah, mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est risqué, c'est vrai. Mais attention, à partir du moment où il a fait des méga profonds. À partir du moment où tu es en dessous, c'est risqué, hein. C'est risqué. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu regardes un peu? Tu regardes un peu des combats. Il y a des combattants qui te plaisent. Ah, d'ailleurs, vite fait, parce que on voit que l'UFC d'ailleurs c'est lancé. C'est pour ça que je sais que maintenant le jiu-jitsu va bientôt cartonner. T'en as pensé quoi d'ailleurs ce premier épisode? Je peux dire que j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé. Tu sais, moi je suis saturé du jiu-jitsu tout le temps, donc j'arrive pas à tout regarder. Tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Après j'ai les gars qui écrivent pour moi qui ont couvert ça. T'as pas regardé du tout? Non, j'ai regardé vite fait Mikey Mozemetch et tout ça. J'avais pas de les ce gars-là. T'as du mal. Tu sais, c'est ce que je disais, c'est le mec en fait que c'est pas pourquoi tu l'aimes pas en fait. J'aime pas sa gueule. J'aime pas sa gueule. Non, c'est quand il marche avec comme ça, là, je le tabasser. Il me stresse. J'ai écouté une fois le podcast avec lui et Mighty Mouse, là. Ouais, t'en as pensé quoi d'ailleurs? Ils parlaient à 200 à l'heure, les deux, là. Et je suis comme, putain, calmez-vous, les gars. Moi, je suis vieux, moi, j'aime même plus relax, tu vois. Non, mais, puis, après, c'est un génie. Ouais, il est super fort. Super fort. Et je pense que c'est un gars bien, comme ça. Je pense que c'est un gars bien. Moi, pour avoir suivi un peu, tu sais, à un moment, il était avec des Fresh, parce qu'il était un peu en dépression, tout ça et tout, et, les mecs qui sont, tu sais, américains en dépression. C'est ça, tu sais, ça me fait rire, en fait, souvent, parce que quand les gens, en fait, c'est dans les pays riches que tu as le plus de pays riches, exactement. Toi, t'es moitié africain, moi, je suis asiatique, philippin, on sait. Il n'y a pas de dépression en Afrique, hein. Il n'y a pas de dépression en C'est quoi? Hier, je regardais un truc, c'est clair. Hier, je regardais un truc et c'est exactement ça. Et Shaquille O'Neal était là, il avait raté un match de basket et tout, et son père, il dit, tu me rejoins à 5h du matin, là, et il l'amène, et comme ça, il l'amène et il lui montre sous un pont, il y a une famille SDF, tout ça et tout. Et il dit, tu vois ça? Ça, c'est la pression. Ouais, ça fait la pression. C'est la pression. J'en ai marre, vous, de vos genres de basket, là, qui payent des millions et qui parlent de pression alors que vous avez la pression. Ça, c'est la pression. Te lever, tu sais pas ce que tu vas manger, comme en Afrique. Ça, c'est la pression. Ne pas avoir d'argent pour t'acheter les médicaments qu'il faut quand t'as le diabète et qu'on va te couper une patte. Ça, c'est la pression. Mais te lever parce qu'il y a plus de Nutella, c'est pas la pression. C'est vrai. Et c'est pour ça, et ça, c'est un gros problème. Bon, bref, on parlait de société, mais c'est quand moi, j'ai habité aux Philippines pendant 14 ans et c'est un pays du tiers-monde. Et là-bas, si t'es né pauvre, c'est extrêmement difficile de réussir dans la vie, tu vois. Et quand t'es né en Amérique, les gens pauvres, ils veulent habiter en Amérique parce que t'as la chance là-bas. Tu peux, si tu bosses, tu peux réussir. Et en France, c'est pas aussi facile qu'en Amérique, mais tu peux réussir aussi, hein. Tu peux réussir, tu vois. Il y a la chance ici. En France? Ouais. En France, les gars bénissez la France, hein. Les primes de Noël, les primes de rentrée, non, mais c'est vrai, t'as 3 enfants, t'as plus besoin de travailler, les centres aérés, les trucs. Non, on est dans un pays, faut quand même avoir des primes de Noël, tu t'imagines? Tu vis bien en France, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Faut être content de trucs, c'est pas possible. La France, c'est un magnifique pays, et les gens, de toute façon, les gens qui se plaignent. En fait, faut avoir habité à l'étranger pour pouvoir apprécier la France. C'est ça, exactement.
exactement. Et qu'est-ce que je voulais te dire donc ton programme d'été là, c'est quoi? Tu repars quand? Je repars le 1er août, je retourne à Belgrade. Ouais. Et voilà, Tu reviendras? ouais, je reviens en décembre. Ah ok, tu reviens pas. Pourquoi tu fais que ce temps-là? Pourquoi tu restes Parce que c'est les vacances de ma fille, tu vois, donc on vient ici. En fait, moi j'aime bien, l'hiver il fait froid à Belgrade, donc j'aime bien ici, il fait beau au sud. C'est ça qui est fort. Je suis retourné à Paris l'an dernier pendant une semaine et je me suis entraîné un peu partout. Ouais. Je me suis entraîné au Cercle. Ouais, Ouais. et Je me suis entraîné à, comment on appelle, le cube, je connais pas, c'était bien. Et je suis allé Le à, cul, c'est pas où il y a le Brésilien. ouais, Thierry, non? Un petit Brésilien. Cassio? Non, Cassio, je vais aller chez Cassio aussi. Bon, Cassio. Et j'ai une histoire sur Cassio, je vais raconter, c'est marrant. Ouais. Et après, je suis allé au Infinity. Ouais. Justement, toi qui fais t'as vu quoi comme différence entre les académies à Paris? Donc, à Paris, par exemple, quand j'étais au Cube, je suis allé à Open Mat à midi. Il y avait une douzaine de ceintures noires. Il y avait François là. Écoute, en 4 jours là-bas, j'ai tourné avec 24, 25 ceintures noires, ok? Mais je peux dire que le meilleur gars avec qui j'ai tourné, c'était même pas ceinture noire, c'est marron, Hakim. Ouais, super fort, Hakim aussi. Il m'a défoncé. En fait, il est petit comme ça, il paye pas de mine, il m'a défoncé. Lui et François. Mais tu sais qu'il y a plein de trucs comme ça, et je le dis. C'est fou. Tu sais, il y a des mecs, François, maintenant, il fait de la compétition, tout ça et tout, il a pas toujours, moi, François, j'ai connu en ceinture, il était ceinture marron, tout ça et tout, mais c'est très technique, et tu vois, c'est l'école de Michael Esco, tu vois. Ouais. Et Garde Papillon, lui, non? Olivier, c'est pas avec ça. Tu sais, Olivier, il a formé beaucoup de monde, et au cercle. Ça élève à Olivier? À la base, oui. Okay. Après, Olivier est parti du cercle, et les frères Olivier, les frères Olivier, ils ont repris la suite, qui sont aussi des gros passionnés. Je me rappelle. Et très gentils. Moi, j'allais faire un combat Thibaut contre Michael Langui, où il perd je rappelle de ça. Il perd 6-4. Europe, Il perd 6-4. Il fait un combat. 6-4. Ouais, c'est un combat de malade. C'était ouf, quand même. C'était ouf. Ouais, donc, pour répondre à tes questions, la différence. Franchement, je vois plus de monde. Tu sais, le Sud a toujours été très fort en jiu-jitsu, avec toi, avec. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours ça. Dans le Sud, il y a pratiquement les mecs les plus forts. Il y a beaucoup de mecs qui sont très forts, mais par contre, en nombre, on est beaucoup moins nombreux. Tu vois, je veux dire, quand. Et donc, Michel Salvadori à l'époque, il y avait toi. Redouane, ça y est, qui a tenu Thibaut Olivier. François Laffer, je sais pas quoi là. François, il était fort en clé de jambe, mais non. François, c'est simple. François, c'était le premier, déjà, il y a 20 ans, il avait capté les clés de cheville, les clés de talon, il faisait que ça. Et je me rappelle, une fois, on avait Anthony Rod. Anthony Rod, bien sûr, clé de genou. Ouais. Il était fort, lui. Il était fort, lui. Écoute-moi bien. Ils ont fait un truc, l'autre était trop fort. Il a fait champion d'Europe, l'année, moi, je fais dans cette violette champion d'Europe. François, il fait champion d'Europe, pareil, tu vois. Et François, il avait des douleurs au dos, après, le mental. Tu sais, après, c'est dur, tu sais, à un moment, il y a, parce qu'il faut savoir que même quand t'es passionné, que t'aimes le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des baisses, des trucs, des ceci, des cela, tu vois. Et les mecs, ils ont lâché. Mais François, il fait partie des mecs qui était déjà, pour moi, il était en avance sur son temps, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de bons gars ici. Même chez Hugo, il y a, Baguette. Putain. Bah voilà, tu vois. J'ai horreur de tourner avec lui. Ah, mais j'en parle. Moi, j'en ai parlé dans toute la France. J'ai dit, il y a un mec qui a Mandelieu. Je suis bien content qu'il fasse pas de compétition. C'est Baguette, parce que j'en ai vu des gardes et j'ai jamais vu une garde comme la tienne. C'est un truc de malade. C'est super mec d'ailleurs, mais c'est juste après. Et ça, c'est des caractères. Il aime pas trop la compétition. Ça, c'est un caractère. Mais c'est monstrueux. Au coaching lab, je suis né là. Nicolas. Putain, j'ai tourné avec lui 2 fois. Et j'ai fait une vidéo qui est devenue virale avec 200 000 vues. En fait, je lui ai dit avant la vidéo, écoute, j'ai suivi le truc. Tu vas avec moi 100%, tu fais comme compétition. Ok, pas de problème. Et je m'en fous. Je peux résister. T'inquiète pas pour ma santé, hein, t'inquiète pas.
il allait à 200%, il m'a fait étranglement sur le visage comme ça. Ça, c'est légal. C'est Ah. légal. Les gens, ils savent pas. Ouais, j'ai vu que les gens, Après, ils avaient un peu râlé, oui. après, à et tout. l'entraînement, bon, c'est pas cool. Après, lui, c'est un compétiteur. Oui, mais c'est toi qui avais dit, Ouais, c'est bon, on part je comme l'ai dit, ça, je l'ai dit, ouais, je l'ai dit. Même, non, mais même en tournée la fois avant, il m'a fait Ouais. ça aussi. Ah, Ouais. ok. Mais c'est bon, c'est pas de problème. Tu sais, Ouais. je suis pas une tapette, moi. Ouais, Moi, je suis je old sais. school, hein. Ouais, Et pareil, je vais pareil. jamais dire, arrête tes C'est conneries, ça, là, c'est ça. doucement. C'est ça. Tu vois, je suis têtu, moi, C'est je n'ai ça. pas de problème, mec. Pas de problème. Mais c'est vrai qu'il a un très gros niveau et depuis qu'il a reçu aussi, il a rejoint Saïf, Ouais. il a bien pris en Il main. était où avant? Zertim, non? Il était ZR Team chez C'est Pierre. Cristiano, Ah, j'ai fait ça, après, là. et il est parti au Coaching Lab Ouais. et Saïf, il a bien pris en main parce que Saïf, Il est cool, ça. Saïf, ouais. Et puis Saïf, tu vois, il a appris à évoluer aussi, tu vois. Ouais. Saïf, l'histoire, moi, tu sais, j'ai connu, il fait comment ça s'appelle, un jiu-jitsu brésilien et on était parti voir l'ADCC en 2009 à Barcelone. Ah ouais. Il y avait c'est- Cassim là-bas. Cassim Ouais, là-bas. Cassimana. Et Laurence Cousin. Laurence Cousin, Ouais. d'ailleurs, qui est une femme, parce que si c'était un homme, on en parlerait, c'est elle, la star du truc. J'ai Ouais. vu que t'avais Aurélie Leverne qui va être dans le BJJ 2, là. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. Donc, Ah ouais, cool. Ouais, ça avance fort. Toi, comment ça s'appelle? Est-ce que, même par rapport au Serbie, t'as vu une évolution du jiu-jitsu? Est-ce que là, ça explose? Est-ce que les gens, ouais, parce que je sais pas, les gens, ils doivent pas non plus avoir trop d'argent. Tu dois pas pouvoir faire, Non, il y a des très très bons gars, mais le problème c'est qu'ils ont pas d'argent pour voyager, tu vois. ouais. Je compare ça avec, par exemple. Même le passeport, ça doit être compliqué pour Ouais, c'est compliqué, laisse tomber, quoi. Je compare ça avec la Scandinavie, tu vois. Donc, je m'entraîne parfois avec des mecs qui viennent de Scandinavie, et eux, ils sont tellement riches que même, tu sais, tu peux sentir bleu, violette. Les gars, ils vont aux mondiaux, ils vont aux Europes, ils vont au Brésil. Tu vois, ils ont tellement de fric, tu vois, c'est leur père qui leur finance tout. Et mes gars là, tu vois, donc c'est très très rare qu'ils combattent même en Europe, tu vois. Aux Europes, il y a, je sais pas, il y a peut-être 3-4 Serbes qui le font, parce qu'ils ont pas les moyens, tu vois. Mais il y a des talents, surtout que les Serbes, ils sont très très forts physiquement, quoi. Tu vois, ils sont très très forts en basket, en handball, en foot, tu vois. Moi, je suis basket. Water polo, tu vois, ils sont super basket, je suis basket, c'est bon. Après, tous les meilleurs athlètes, ils vont pas en jiu-jitsu, ils vont dans d'autres sports, tu vois. Mais chez nous, le problème, c'est comme, chez nous, en jiu-jitsu, en Serbie, c'est comme la France il y a 20 ans. Il y avait pas de fédé, c'est pas organisé. Après, tu vois. Il n'y a pas de fédé, là, pour l'instant? Non, il n'y a pas de fédé. Et en fait, même moi, ils m'ont demandé de faire la fédé. J'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. Tu vois, et franchement, je suis même pas serbe, tu vois, donc, j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Après, il faut faire la politique, ça m'intéresse pas, tu vois. Peut-être un jour, quand j'ai genre 60 ans, peut-être, tu vois. Mais si je fais la fédé, je vais faire du boulot comme David, tu vois. Ouais, bah ouais, Je vais c'est faire un ça que truc je vais faire à fond. bien cadré. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai ma famille, tu vois. Et même, ça prend du temps quand même, hein, parce que c'est un boulot à plein temps. Et même ce que tu fais là à l'heure actuelle, déjà, ça prend du temps. J'ai un temps, ça prend rien du tout. Ça prend du temps de filmer régulièrement. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais les réseaux sociaux, c'est un vrai travail. Toi, en plus, t'as encore un site en plus, t'as une académie, tu t'entraînes toujours. Je m'entraîne tous les jours. Je suis crevé aussi. Moi, quand je m'entraîne tous les jours, je suis crevé le lendemain. Et ça affecte mon boulot. Je peux pas faire des bons boulots. Moi, le meilleur travail, c'est quand je suis en vacances, parce que je suis pas fatigué. Ouais. Ah ouais, ça doit pas être évident, en plus, on connaît tout ça, hein. Tu sais, la dernière fois, on était là, comme ça, et ma femme me dit, mais pourquoi, les gens, comment ils arrivent à oublier leurs caleçons, Ils sont morts. Si, parce que ça, je comprenais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fracassés à la fin qu'ils t'oublient des trucs, tu vois. Je veux dire, le jiu-jitsu, c'est physique, mental en même temps, truc et tout, et ça t'épuise, le lendemain, tu marches comme un zombie. Comme ça. Mais des fois, quand je me lève le matin, moi, tu sais, quand, moi, je roule. Je mets stoppé comme ça et je roule juste dans le pire, c'est quand tu sors de ta bagnole. C'est une fois, j'étais à Belgrade, et je sors de ma bagnole, et il y a des ados qui regardent. C'est quoi ce vieux, là? Et je dis, hey, vous foutez de ma gueule, vous allez voir dans 30 ans. Fermez votre gueule, les gars, là. C'est ça, et encore. C'est quoi ces bruits, là? Putain. Mais bon, c'est quand même vraiment important de rester, je pense, quand même, toujours en mouvement parce que ça nous garde quand même jeunes. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, après, c'est comme tout, faut être intelligent, tu vois. Au bout d'un moment, faut comprendre une chose, c'est que, à un moment donné, t'as des qualités, des trucs, et à un moment donné, la vie fait que t'as d'autres qualités, des trucs, et en fait, faut être intelligent pour voir
Tu pour sais, varier. il y a un gars que j'apprécie beaucoup dans le jiu-jitsu français, c'est Solo. Ah, Solo, c'est un Tu super. t'entraînes un peu avec lui, hein? Ah, bah, beaucoup, 4 Ouais. ans, on a fait ensemble. Mais il est combien de fois champion du monde en master? C'est ouf. Alors, au début, attends, au début, 4-5 parce ans. qu'au début, Il est vieux en plus, il a quel âge? à 52, Non, 53, plus. Plus, peut-être il plus est maintenant, super vieux, mec. 55. Ouais, 55, mais il a jamais vu, c'est Highlander. ouais. Mais Solo, c'est beau, ça lui, parce qu'en fait, tu vois, J'ai suivi. déjà au début, il gagnait pas, il perdait toujours contre un Américain. Là, ça fait que depuis 6 ans qu'il le bat à chaque fois, le mec, tu vois. Mais tu vois, il a arrêté de fumer, il a arrêté plein de choses. Ça lui a vraiment changé la vie, et je pense que franchement, c'est un exemple parce que en plus, c'est du romain. C'est quoi son jeu? C'est comme Olivier? Son jeu, c'est il se met en papillon et t'attrapes les deux jambes. Et à partir de là, c'est fini. Et tu peux plus faire. Non, mais je te dis la vérité, hein. Je roulais souvent avec lui. Je lui enlève plus les mains. À part si, t'attends la fin et t'es plus lourd que moi, je suis plus lourd que lui. Vraiment. Même là, il a un griffe de fou. Il pèse 80, ça manque 92. Ah, quand même. Ok, je crois qu'il était bon. Ouais. Je crois, ça manque 80. Il a un genre passage à pression, quoi. C'est Euh, plus, En fait, il te prend les deux pantalons, là, et après, il travaille là, et dès qu'il peut te renverser, il te renverse, tu vois ce que je veux dire. Et, là. mais ouais, mais franchement, un bon gars, et hyper discret. Et, de toute façon, je pense, moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, j'ai beaucoup aimé Leonard Fight. Leonard Fight, c'était ma section que Nicolas, il m'a laissé faire, et que j'avais vraiment des élèves en or, tu vois. Quand j'ai eu un accident, ils m'ont offert des kimonos chauds. Franchement, j'ai eu mais, euh, mais la MK Team, c'est, c'est autre chose. Nico, c'est un gars bien. Olivier, c'est la pointe du truc, tu vois. Olivier Mikhailsko, c'est la pointe technique du truc. Et c'est le mec, franchement, pour avoir roulé avec beaucoup, beaucoup de monde, tu vois, j'ai jamais vu un mec de son poids pouvoir. Faut savoir qu'il faisait quand on faisait les sparring, on était tous à 90 kilos, hein, mec touche, moi, truc et tout, et je fracassais tout le monde. Fracassais tout le monde. Et bon, lui aussi, il a 28 ans de jiu-jitsu et tout et tout. Et tu penses, justement, donc après ça, après toutes ces réalisations, maintenant, tu vois quoi dans le futur? C'est quoi tes prochains projets, si tu veux pas, peut-être tu veux pas en parler pour pas trop dévoiler non plus, mais tu dois faire quoi? Commencer à ralentir la compétition et te baser que sur le coaching? Ouais, dans 5 ans, ça. Ouais. Pour l'instant, ça va encore. Pour l'instant, je continue comme ça. Et ouais, moi j'ai envie de développer un peu mon site sur les vidéos instructionnelles. Parce que ça marche vachement bien. Pourquoi tu fais pas un truc comme justement ils ont fait BG Fanatic? Bah, tu vois, donc ça c'est le prochain truc. On pourra peut-être bosser ensemble. Ouais, carrément, avec plaisir, avec plaisir. En anglais. Avec plaisir. Ah ouais, carrément, je peux. I can. Ok. Donc je vais faire ça et je vais continuer à écrire des livres. J'ai fait 2 e-books qui marchent bien aussi. C'est quoi justement? Parle-nous-en, parce que moi, par exemple, je suis même pas au courant alors que je te suis grave. Le premier, c'est Sloth Strength. Donc c'est le système que moi je fais pour garder la forme, tu vois. Donc et le deuxième, c'est Sloth Jiu-Jitsu. Donc en fait, c'est plus sur le mindset du Sloth Jiu-Jitsu, tu vois. Donc après, ça explique un peu quand je suis en compétition, comment je pense pour me relaxer, pour me détendre, tu vois. Et donc ça fait à peu près 120 pages, tu vois. Donc j'ai écrit ça en 2 mois. Et je vais faire un peu pour tout. Tous les trucs qui sont bien, en fait, c'est pour les gens de plus de 30 ans. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, faut qu'ils comprennent, pour ceux qui nous suivent, slot, c'est le paresseux en anglais. Ouais. C'est le paresseux. Et franchement, J'adore comme animal. Ah, moi, je trouvais que t'as vraiment bien trouvé. Franchement, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vrai que la niche faut savoir que en Europe, on a connu le jiu-jitsu beaucoup plus tard. Donc, forcément, on a attaqué beaucoup plus tard. On est beaucoup de gens de 35 à avoir une autre ceinture vers les 30 ans, truc et tout. Donc, c'est super intéressant cette niche aussi des 35, 40, 45 ans, 50 ans parce que à 50 ans, tu peux rouler si t'es intelligent. Faut pas avoir trop d'ego. C'est ça, ce que j'explique aux gens. Tu sais, quand j'ai tourné contre Chuinik à 24 ans, il m'a défoncé. Et moi, je suis ceinture en 3e degré, lui est ceinture marron, tu vois. Après, moi, j'ai pas, quand j'ai perdu contre lui, je me suis pas dit, je suis nul. J'ai pas dit ça. J'ai dit, il est super fort et c'est super de voir
un gars comme ça, de pouvoir tourner avec un gars comme ça, tu vois, à ce niveau-là. Champion du monde, adulte, hein, Violette. Tu vois, donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est super haut niveau. Surtout pour un Européen. Un Européen. Et il faut savoir qu'il travaille. Putain, Il faut savoir qu'il travaille la journée, le jeune. Ouais, c'est faux. Mais par contre, je suis né, voilà. Moi, je suis super content pour lui parce que. Machine, ouais. Tu sais pourquoi? Non, parce que tu sais, à un moment, quand j'étais ici, j'avais essayé de faire, tu vois, parce que c'est compliqué, mais bon. J'avais essayé que le vendredi, on se retrouve qu'entre ceintures noires, tu vois, de tous les clubs, tu vois. Et qu'on se fasse vraiment un training entre nous je peux te dire que le seul qui est toujours venu, c'est je fais tout le temps. Le vendredi, on n'était que tous les deux, mais à chaque vendredi, il était là, le mec, sérieux, le truc et tout. C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il ait réussi, Ouais, mec. Et puis, je te dis, le fait d'être sous SAF, ça lui a fait beaucoup de bien. Mais par contre, tu vois, c'est un truc que je reproche, pas je reproche, mais je trouve que, tu vois, on a un peu, c'est ça que je te parlais tout à l'heure, tu vois, dans le sud, on a du mal à pas se vendre, mais aussi à se vendre, en fait, tu vois, parce que tu peux être champion du monde et les gens, ils sont même pas au courant. Regarde, je suis né. Il a combien de gens sur Instagram? 2000. Ouais, 2000. En plus, il a un profil fermé. Je lui ai dit, il faut ouvrir ton profil. Et les gens, ils veulent pas s'ouvrir, mais en fait, ils ont pas compris que c'est par là que la liberté financière. Ben ouais, c'est ça, et c'est important. Et tu sais, je pense qu'il y a aussi une manière, c'est qu'en fait, les gens, ils voient ça comme faire le beau. Et en fait, moi, je leur ai dit, c'est pas ça, en fait. Imagine-toi, en fait, que tu vas pouvoir aider des gens avec tes conseils. Exactement. Comment t'as gagné le championnat du monde? Moi, j'ai des mecs, je les pousse, tu vois. Bon, j'ai un peu arrêté, tu vois. J'ai un pote, j'ai un élève qui faisait 140 kilos. Il en fait 90 maintenant. Naturel. Il a perdu. Et j'ai dit, mais je comprends pas si je suis toi. Je vends des programmes de nutrition. Bien sûr. Tu as fait ça tout seul et tu fais pas. Tu vois? Et on a un peu, les gens, je pense qu'ils doutent trop de soi. Mais tu sais, même moi, j'ai douté de moi. Il y a un an, tu sais, la raison que j'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai un pote qui vient pas du jiu-jitsu et qui est très très fort en marketing, qui me dit, putain, mais tu te fous de ma gueule. Comment ça se fait que toi, tu vends pas tes trucs? Je dis, ouais, mais moi, je suis personne, moi. Non, il dit, non, t'es pas personne. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter d'un mec comme toi qu'un champion du monde parce que t'es un mec abordable, tu vois. T'es un mec normal. Moi, tu sais, j'ai un ami qui est Samir Ben Saïd, que j'ai toujours poussé. Ah, j'adore. Ouais, parce que beaucoup de gens, tu vois, quand il a commencé Samir, ils l'ont un peu. Il a écrit un livre aussi. Ouais, deux livres. Ouais. Tu vois, ils l'ont beaucoup critiqué dans le sens où il disait qu'il n'avait pas la légitimité parce qu'il n'avait jamais fait des gros titres et tout. Mais pour moi, c'est l'exemple, en fait. C'est lui qui a tout compris. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ben moi, je vais aider les ceintures blanches, ces trucs. Puis il a arrêté ouvrier, il s'est mis à ça. Il vit grâce à ça. Il a écrit 2 livres. Et puis il a aidé plein de gens. Moi, il y a plein de ceintures blanches que je connais qui me disent, ouais, truc. Et en fait, c'est ça qu'on comprend pas, en fait. C'est passionné, ça. C'est que les gars, on a une passion, mais il faut la retransmettre. C'est pas un truc privé qu'on doit garder pour nous, en fait. Alors, si vous, les vidéos, vous pensez faire le beau, oui. Déjà arrêtez de penser à ce que les gens ils vont dire. Vous aurez toujours des gens qui vont dire du bien, toujours. Là, faut que vous le compreniez, on s'en fout. Mais partagez vos expériences, inspirez les gens. Quand le mec qui fait 140 kilos et qui perd en 1 an et demi, 2 ans et qui fait 95 kilos et que tu le partages pas, et ben t'es un peu égoïste, tu vois. Partage-le. Il y a des gens qui aimeraient savoir en fait comment ça a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important ça. Samir, je me rappelle, il avait dit un truc une fois. Quelqu'un lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais autant de vidéos. Il m'a dit, il a répondu, et ça m'a frappé. Il m'a dit, tu sais, parfois je suis à l'entraînement et je donne le cours et je montre une perle, tu vois, genre je montre un truc qui sort que ça a pris des années à apprendre et je regarde autour de moi et les gens ils ont rien à foutre, tu vois. Il dit bon, vous savez quoi, allez vous faire foutre. Hein. Si vous en foutez, je vais partager ça aux autres. Tu vois, et j'ai complètement d'accord avec lui, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que pour toi, ça arrive aussi. Je montre une super technique. Toi, le ceinture blanche, il est d'abord, il regarde la meuf là-bas qui s'entraîne. Ouais, des fois, c'est surtout les petits détails d'entre deux que t'as galéré pendant des années à trouver ça. Plus même que la technique, en fait, tu vois, parce que la technique, après, il y a un enchaînement. Mais en fait, l'amener pour la technique que t'as travaillé pendant des années, ils font pas attention et tout, c'est ça et tout, mais c'est souvent, c'est une ceinture noire qui putain, ce détail.
Ouais. Je savais pas ça. Des fois, il connaît pas. C'est-à-dire, il connaît pas. Il s'en fout, lui. C'est clair, c'est clair. Mais voilà, c'est ça qu'il faut penser, c'est qu'en fait, le jiu-jitsu, c'est pour tout le monde. Et il faut pas oublier que nous aussi, en tant que pilier un peu maintenant du jiu-jitsu, on est là. Et c'est pour ça que je pense que ça marche, en fait. C'est parce qu'en fait, quand tu es là pour, en fait, gagner de l'argent, c'est pas une bonne chose. Par contre, quand tu es là pour aider les gens à grandir, là, après le reste, ça vient tout seul. T'as même pas besoin de regarder. Tu vois ce que je veux dire? T'as même pas besoin de regarder. Ben voilà, mon Guillaume, qu'est-ce que tu vas finir? Tu vas finir l'été comment? À la plage? T'as tendance à gagner? Je vais m'entraîner aujourd'hui avec les élèves, avec toi, et après je vais m'entraîner encore une fois chez Hugo, et voilà, quoi. Je rentre à Belgrade, je vais entamer les entraînements tous les jours, j'ai des compétitions qui arrivent, voilà. Si tu avais un conseil à donner, par exemple, à quelqu'un qui veut lancer son site, qui veut en fait se lancer pour être un peu autonome, comme, moi, je donne toujours l'exemple, tu vois, de Freddy. Freddy, je l'ai vu arriver à la Team, tu vois. Il avait 1500 abonnés. Un mois plus tard, il avait 12 000. Et, et j'ai dit, j'ai dit, mais il a tout. Tu sais, qu'il m'a réveillé, même moi, parce que je me suis dit, il est ceinture bleue, et il a plus de sponsors que moi. Et c'est ça, tu vois, et c'est important. Et c'est là que j'ai compris que, ben ouais, mais en fait, faut partager, en fait, parce que, ouais, mais il inspire, il inspire. En fait, c'est ça, il inspire. Moi, tu vois, l'histoire, quand il perd, les Brasileiros, après il perd les Panaméricains, après il perd les Panaméricains, Brasileiros, les Europes. Et qui part le chercher au mondial et qui le bat le même mec qu'il a battu 4 fois. Mentalement, c'est un truc de fou. Et c'est super inspirant. Et c'est ça que j'explique aux gens, en fait. Les gars, vous aimez votre sport, vous voulez que de plus en plus de monde en face. Inspirez les gens, bordel de merde. Inspirez les gens, pareil. Tu sais, la fois, il y a mon pote qui me dit, ouais, mais qu'est-ce que je raconte? Ben, raconte ta vie. T'es étudiant, tu te lèves à 7 heures, tu dois aller travailler là-bas. Après, tu vas t'entraîner entre midi et 2. Tu manges. C'est intéressant, ça aussi. Bien sûr, mais bien sûr, parce que tu trouveras toujours des gens qui vont être intéressés, en fait. Et même, c'est super inspirant, tu vois, un mec qui perd 100, t'imagines 140 kilos, 92 kilos, et maintenant il a les abdos et tout. C'est magnifique. Mais ça, c'est un truc qu'on a encore un peu du mal. On a encore un peu du mal sur ce côté, Faut pas être timide, les gars. Non, mais en fait, aussi, quand tu demandais les conseils pour les gens qui veulent commencer un blog, tu vois, moi, par exemple, moi, ça fait 13 ans que je fais ça. OK? Dans les 13 ans, j'ai eu plein de sites américains, français, anglais, tout ça, qui ont commencé et qui ont disparu. Et en fait, tu sais, je savais déjà qu'ils allaient disparaître à l'avance, parce que je voyais très bien que les gars, ils faisaient ça. Déjà, ils copiaient tout. Il y avait rien de, ils apportaient rien de nouveau. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, ils allaient traduire un article que moi j'ai fait, que moi j'ai dépensé beaucoup de temps pour penser à ça. Ils traduisaient ça. Et après, ils pensaient tout de suite, je vois que déjà, ils faisaient ça pour pouvoir gagner de l'argent. Tu vois? Et donc, je pense que, comme tu disais, quand ton idée, c'est, je vais faire ça pour pouvoir gagner de l'argent, ça n'a pas marché. Parce que toi, c'est pas parce que tu vas pas gagner l'argent, c'est que tu vas abandonner. Quand ça devient dur, tu vas abandonner. C'est comme le jiu-jitsu. Tu te fais défoncer à l'entraînement, tu perds une compétition. Ah, c'est pas pour moi. C'est comme ça. T'as tout à fait raison. Hier, t'as vu, il y a un mec qui m'avait fait. Tu sais, comme je disais, en un an, là, j'ai passé de 500 abonnés sur YouTube à 10 600. Bah, parce que, déjà, pour le travail, tu vois. Mais il y a un mec qui m'a dit, tu vois, il m'a dit un truc hyper intéressant. Il m'a dit, Sam, merci vraiment pour ton contenu. On n'est peut-être pas des milliers à le regarder, mais, moi, je regarde, mais force, tu vois. Et tu sais, si je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais, même si avec les 5 personnes qui likaient, c'est 5 personnes que j'aide. Donc, je continuerai à le faire. Tant que, même si c'est 10 personnes, parce que t'as aidé 5 personnes, t'as aidé 10 personnes, tu vois. Et après, arrête ce qui arrive. Tu plais pas, c'est ton truc, ou peut-être après, ça t'ouvre d'autres opportunités, tu vois ce que je veux dire. Mais le but, il est d'aider. En fait, il est d'aider, les gens à comprendre le jiu-jitsu brésilien et à développer tout ça, en fait. En fait, il faut savoir, qu'est-ce qui intéresse les gens. Tu vois, si les gens qui te regardent, c'est les gens normaux qui font du ceinture bleue, par exemple, qu'est-ce qui l'intéresse dans le jiu-jitsu? Lui, il veut savoir comment, par exemple, manger bien, comment faire ça pour pouvoir aider son jiu-jitsu, tu vois. Donc, quelle prépa faire à côté, tout ça et tout. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait aussi, ce site, l'air de rien, t'a permis d'avoir une certaine liberté financière. Maintenant,
qui te permet un peu d'aller partout. Et ça m'a aussi aidé à pouvoir Connaître avoir, d'autres gens, peut-être. ouais, connaître d'autres gens. Et par exemple, mon académie, j'ai 14 académies affiliées. 14, 14 bravo, putain, ça ouais. me tue, bravo, je savais pas. Et dans 3 différents pays. Donc, j'en ai 6 en Serbie. Ouais. J'en ai 2 en Bosnie. Ça, c'est une autre histoire, ça. Bosnie, j'en ai 2 en Grèce, à Athènes. Et j'en ai 2 comment on appelle ça, en Turquie. Donc, tu fais le tour des Ouais, académies, tu je vois. fais le tour souvent. Ah, t'es bien, toi, Et Grèce. le truc qui est fou, c'est que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de la Serbie, Yougoslavie, la Bosnie et la Serbie, ils étaient en guerre, Guerre, c'était une ouais. guerre civile. Donc, Bosnie, c'est majorité musulmane, Ouais. et Serbie, c'est majorité orthodoxe, Ouais. chrétienne, tu vois. Donc, il y avait des problèmes, tout ça. Et je crois que c'est le seul sport où il y a une équipe bosniaque qui est affiliée avec l'équipe serbe, tu vois. Mais mes amis, ils disent, c'est parce que t'es pas serbe. C'est parce que c'est parce que t'es étranger et que c'est pour toi, tu vois. Et en plus, c'est un truc de fou, c'est que C'est beau, hein. j'ai 2 équipes turques qui sont affiliées sur l'équipe serbe. Et la Serbie, c'était pendant 500 ans, c'est l'Empire ottoman, tu vois. Et les Serbes, tu vois, les Turcs, mais après, tu vois, mais on est ensemble, c'est à cause des jeux et sous. Ouais, mais je pense que, Casser les barrières, tu vois. ouais, je pense que, de toute façon, le jiu-jitsu, en dehors même du sport en lui-même, tu sais, moi, je dis que le jiu-jitsu, c'est comme les livres de développement personnel. Bien Tu sûr. vois, quand t'es pas la même personne quand tu étais ceinture blanche que t'es quand t'es ceinture noire. Ah, Que ce non. soit, en dehors ou sur le tatami. T'as pas la même mentalité, t'as appris à bien manger, tu t'entraînes correctement, tu fais attention à ton sommeil, tu n'affrontes pas les choses de la vie de la même manière. Ouais. Le stress, t'as l'habitude du stress. Ouais, éviter le stress, hein. C'est, Éviter à parler avec des gens, tout ça, c'est un c'est prof. c'est un sport. Moi, et en plus, je vais te Ouais. dire, c'est un sport génial. Moi qui fais de la sécurité, tu vois. Ouais. Moi aussi. J'ai jamais eu de gros ennuis, tu vois, parce que j'ai jamais frappé personne. Et si quand tu frappes, tu sais, c'est ce que j'expliquais souvent, tu vois. Quand tu frappes quelqu'un, ben, ça dépend de quelle personne, même si elle a tort, la personne, elle peut revenir. Tu casses le nez. Par contre, la même personne, elle a tort. Tu la cales, tu la bloques, tu lui fais pas de mal. Elle peut pas revenir parce que c'est déjà dans sa tête qu'elle a tort dans ce qu'elle a fait et qu'en plus tu l'as pas blessé. Moi, ça m'a trop servi. Je pense que même pour les écoles, même pour ça, tu vois, moi j'essaie de faire un truc de harcèlement scolaire, tu vois, et les écoles ils refusent de le faire. Ils font comme si ça n'existait pas, alors qu'il y a des vrais chiffres. Hein. Il y a 10% de blessés. Mais ça, apprenez-leur à se défendre parce que les victimes, les victimes ne sont plus des victimes et les harceleurs ne sont plus des harceleurs non plus. Parce que toute cette discipline, ça va les calmer. Donc, ça sera un beau projet, tout ça et tout. Mais bon, voilà. Des fois, c'est un peu compliqué. Je pense que justement, surtout, je parle pas des sports communs, je parle des arts martiaux avec une tradition un peu japonaise, une discipline, tu vois. Ça serait bien de les introduire un peu Bien sûr, bien sûr. dans les écoles françaises et ça aiderait pas mal de monde. Et le jiu-jitsu brésilien, ça donne beaucoup de confiance en soi. Moi, je le sens. Tu sais, ma fille, elle a 11 ans, et moi, j'essaye de lui donner un peu la confiance, tu vois. Elle me dit, mais papa, comment ça se fait que toi, tu es toujours à l'aise avec les gens, tu arrives à parler avec les gens. Je dis, tu sais que moi, quand j'étais petit, Renfermé. j'étais renfermé, j'étais timide, je bégayais, j'avais peur des gens. Il m'a dit, et j'ai dit qu'à cause du jiu-jitsu, tu sais, surtout quand tu es prof de jiu-jitsu, tu es le leader. Tu dois être fort, tu dois parler aux gens, tu vois. Et ça me permet aussi. Moi, par exemple, j'habite en Serbie, je parle serbe couramment, mais je parle, ils voient que je suis étranger quand je parle, tu vois. Mais moi, je m'en fous, moi. Tu sais, je veux parler aux gens comme ça. Ah, comment ça va, tu vois. Il m'a dit, Ça ouvre l'esprit. ça ouvre l'esprit, parce qu'en fait, je viens de jiu-jitsu et je suis leader d'une équipe, tu vois. J'ai 300 élèves là-bas qui m'écoutent, tout ça, qui me respectent, et voilà. Et ça, Puis le fait de voyager. de voyager. Tu vois, le jiu-jitsu te fait voyager, te fait rencontrer d'autres cultures, te fait rencontrer d'autres gens. Et comme on en parlait, en plus, je pense que c'est vraiment le sport Ça où, t'ouvre l'esprit, hein. ouais, c'est vraiment le sport où quand c'est sur le tatami, tout le monde est à égalité. Ouais, C'est ça qui est beau. égal. C'est ça qui est Peu beau. importe des religions, des races, on s'en fout. Ah, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ça qui est magnifique. Bah, t'as vu, t'as pu rassembler des pays qui étaient en guerre. C'est fou, ça. C'est dingue, ça. C'est complètement fou. J'ai encore une autre histoire avec ça, Ouais. c'est que, tu vois, le Kosovo et la Serbie, tu vois, c'est Ouais, bien sûr, très, pareil. très, très chaud. C'est comme Palestine-Israël, tu vois, à ce point-là. Et il y avait un gars, c'est un Kosovar, et lui, il m'aime bien sur les réseaux sociaux, il me dit, hey, Guillet, j'aimerais bien venir chez toi à Belgrade
pour m'entraîner. Je dis, est-ce que ça va? Et je dis, ouais, pas de problème, tu viens, pas de problème. Il est venu, il s'entraînait avec nous pendant une semaine et il est devenu pote avec tout le monde, tu vois. Et par contre, j'ai un de mes ceintures noires, Luka, qui vient de Kosovo, tu vois. Donc, et son père a été tué par les Kosovars. Et j'ai dit à Luka, ça ne dérange pas qu'il a dit non, c'est bon, c'est on s'en fout. Sur lui, il est jeune. Et ce jeune Kosovar, il a fait une compétition en Serbie. Il est venu tout seul, il a pris le bus pendant 6 heures. Il avait personne dans son coin, tu vois, comme coach. Et moi, à l'époque, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. J'ai un de mes élèves serbes qui allait dans son coin pour le coacher contre un autre Serbe, tu vois. Et ça s'arriverait dans aucun sport. Ouais, Tu vois. Tu regardes les matchs de foot en Serbie, quand il y a Albanie, que nous connaissons en Serbie, c'est la guerre. C'est horrible. Ouais, mais ça parle il n'y a pas d'éducation dans le foot. Ouais, et on jouait dessous, tu vois, tu football, tu connais. Ouais. Et on jouait dessous, on s'en fout. Et il était contre un autre gars serbe. Nous, on l'a aidé parce qu'ils s'entraînaient avec nous après. Et après, il allait se faire foutre, hein, les gens. Ouais. Ouais, je pense que chez ce côté japonais, c'est bien quand même. Tradition arts martiaux japonais, samouraï, ça régule les choses. Ouais. Ça régule les choses. Et puis, de toute façon, ça ramène tout le monde sur le tatami. Ouais. Le jiu-jitsu va exploser. De toute façon, avec l'UFC, forcément, là, ça va encore grandir. Ben voilà, Guillaume, moi, ça m'a fait super plaisir que tu passes me voir. On va rouler un peu, là. Franchement, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que j'aime beaucoup les gens. Vous savez, il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui aident à développer le jiu-jitsu brésilien. Et il faut des fois leur rendre honneur parce que comme je parle souvent de David, mais Guillaume Muni en fait partie. Il est parti de rien, il a créé un site. Moi, c'est celui que je regarde le plus. Hein, non, mais je te le dis à vérité. Hein, c'est vraiment c'est celui que je regarde le plus. Je trouve que c'est celui le mieux fait, le plus. Même les comment ça s'appelle tous les articles ils sont fun, ils sont bien écrits. Franchement, je trouve ça vraiment génial, tu vois. Donc déjà, ça prouve que tout est possible en fait. Tout est possible et vous imaginez en fait que la vie qui est grâce au jiu-jitsu qu'il a parce que toujours la même chose hein, en voulant aider les autres et au final t'as fait quand même une belle chose qui fait que le jiu-jitsu se développe comme David a fait que le jiu-jitsu se développe comme Samir Ben Saïd aussi que je dis qui a aidé le jiu-jitsu français à se développer. Nico Régnier aussi. Et Nicolas Régnier, qui a été la lutte à livrer, bon, on n'existe plus, mais... On rigole, on rigole. Ça va. Mais bon, voilà, tous ces personnages-là, en dehors d'être des combattants et des trucs, faut capter la passion qu'on a pour, parce que vous vous rendez pas compte, mais il donne beaucoup de son temps pour développer tout ça. Donc, merci d'être passé. Franchement, c'était vraiment top. On se reverra sûrement. On en refera sûrement un autre podcast. Et voilà. Si vous avez des questions ou commentaires ou quoi, laissez-les, on y répondra. Ouais, c'est ça. Merci, c'était top. Ça va? C'est combien de temps, ça? 1h30, là? Ouais, 1 heure, je pense. Sans nous, on peut parler toute la journée. Ah ouais, grave. Quand on parle de jeu